Bonjour à toutes et à tous. Et vous imaginez que nous sommes bien heureux d'être ici pour ce nouveau Centre Expo 2024. Ça a l'air d'être bien parti, hein. Il y a beaucoup de monde, beaucoup de passages dans les allées. Un magnifique stand là en face, tout rouge, celui de l'ANAP, et puis celui de l'Agence numérique en santé, et puis évidemment celui de la FHP, sur lequel nous nous retrouvons pour une série d'émissions que nous allons, pendant 2 journées, que nous allons faire avec des dizaines et des dizaines d'experts. Merci de votre accueil, Christine Schibler. En tout cas, je suis Pascal Morel et je suis très heureux d'être ici aujourd'hui, ce mardi 21 mai, avec vous. Et merci à celles et ceux qui nous regardent. Merci également aux équipes qui font que ce plateau télé et ces rencontres seront évidemment une réussite. En tout cas, nous nous mobiliserons pour que l'information en santé soit au centre des sujets. Et je le ferai ici avec ma consoeur Christelle Joly, que je remercie également. Nous recevrons donc des dizaines d'experts autour de la situation sanitaire et sociale du mouvement, assez mouvementé, vous l'avez dit d'ailleurs dans votre introduction il y a quelques instants, et qui demande effectivement des explications et des analyses complètes. Nous allons commencer donc aujourd'hui, ce mardi 21 mai, avec le directeur général de l'Agence nationale d'appui à la performance, l'ANAP, une des grandes agences sanitaires du secteur. On peut vous présenter comme cela. La plus grande. La plus grande. Et avec Christine Schibler. Je dis un mot de vous, Stéphane Pardou. Vous êtes un directeur d'hôpital, mais vous avez été également, vous êtes diplômé de Sciences Po Bordeaux et de l'EHESP, donc de l'école de direction d'hôpital. Mais vous avez une expérience à la fois du public et du privé. J'ai regardé votre curriculum vitae. Je vous ai vu à la PHP, je vous ai vu à Gustave Roussy, je vous ai vu également à l'hôpital privé Antony, et puis maintenant ici à l'Agence nationale d'appui à la performance. Donc nous allons dialoguer ensemble. Christine Schibler, vous êtes la déléguée générale de la Fédération de l'hospitalisation privée. Vous êtes diplômée de l'EM Lyon, c'est cela? C'est ça. Et vous avez également occupé plusieurs postes, notamment dans l'administration, dans l'Agence régionale de santé, à la FEAP également, avant de rejoindre il y a quelques années la FHP, c'est cela? Puis j'ai dirigé pendant 20 ans à peu près des établissements privés et SPIC. Très bien, privé et SPIC. Voilà. Ma première question dans cette rencontre entre l'Agence nationale d'appui à la performance que vous dirigez et Christine Schibler de la FHP, c'est peut-être vous demander quelle vision l'Agence nationale, quelle analyse fait l'Agence nationale d'appui à la performance, l'ANAP, des établissements privés? Merci Pascal. Merci de cette première question. Merci de l'invitation à la Fédération hospitalière privée. Moi, je suis ravi d'être le premier intervenant de ces journées à Centre Expo. Et votre première question permet de dire que je sais qu'il y a en ce moment des zones de tension avec les pouvoirs publics, mais s'il y a bien une agence nationale qui a une vision extrêmement claire du secteur de l'hospitalisation privée, c'est bien l'ANAP. Alors vous l'avez dit peut-être par mon parcours personnel, puisque je fais partie des quelques dirigeants hospitaliers qui ont dirigé tout à la fois des établissements publics, privés à but lucratif, privés à but non lucratif, mais aussi parce que l'ANAP, c'est la maison commune des hospitaliers. L'ANAP siège à son conseil d'administration toutes les fédérations, et Christine Schibler, ici présente, nous fait l'amitié d'être systématiquement présente à nos conseils. L'ANAP, c'est vraiment la maison commune de tous les hospitaliers. Et l'image que nous avons du secteur privé, il est finalement pas très différent de celui que nous avons des autres secteurs. Il est peut-être même parfois, j'y reviendrai, peut-être un peu plus favorable sur certains sujets. En tout cas, il est le même. C'est pour nous une source d'intérêt, une source d'idées, une source d'innovation, une source de remontée de terrain, puisque l'ANAP est très impliquée dans le partenariat avec les établissements. Nous intervenons dans plus de 1000 établissements en France aujourd'hui, privés, publics. Et donc, pour nous, le secteur privé, c'est un secteur que nous traitons, considérons, regardons de la même façon que les autres secteurs. Dans nos recrutements à l'ANAP, c'est un élément intéressant, je le dis souvent à Christine, une grande partie de nos derniers recrutements à l'ANAP, ils ont exercé en établissement privé à but lucratif, que ce soit dans le sanitaire ou dans le médico-social, chez Elsan, chez Corian, anciennement Corian, chez Orpea. Donc l'ANAP, il n'y a pas d'exclusive à l'ANAP. On a souvent l'occasion on pense que c'est une agence pour le service public, orientée autour des établissements publics. Pas du tout. Tous les établissements privés qui nous écoutent, qui nous regardent, peuvent faire appel au service de l'ANAP. Et ils sont nombreux d'ailleurs, ils sont plusieurs dizaines, plusieurs centaines à faire appel à nos services. Oui. Et que fait en réalité, comment s'inscrit l'ANAP dans
peut dire une pluralité, d'ailleurs parfois même c'était critiqué, trop d'agences de l'État. Quelle est réellement, quelques missions, mais rapidement pour celles et ceux qui ne vous connaîtraient pas ou qui... C'est très simple. L'ANAP, c'est une agence de conseil public. On parle beaucoup ces dernières années d'une réimplantation du conseil au sein des institutions publiques pour éviter d'avoir beaucoup recours à d'autres organismes. Eh bien, depuis 15 ans, le secteur de la santé, il a une agence de conseil public. Elle est en face, là. On peut aller la visiter pendant ce salon. C'est une agence de conseil public qui fait 3 choses. On accompagne déjà les pouvoirs publics pour rendre parfois les réformes un peu plus compréhensibles, pour expliquer comment s'y prendre. Exemple, en ce moment même, nous venons de travailler, à la suite du rapport IGA sur la permanence des soins, sur des éléments concrets pour la mise en œuvre de la permanence des soins partagée ou mutualisée entre établissements privés ou publics. On avait d'ailleurs sollicité la Fédération de l'hospitalisation privée pour nous accompagner sur ce travail. Donc on fait de l'explicatif, du compréhensif. Vous ne faites pas de rapport, je vous coupe. Non, on peut faire des rapports, on en fait sur certains sujets à la demande des pouvoirs publics, ils ne sont pas toujours publiés, plutôt là dans l'optique agence de réflexion et de prospective. Donc on en a fait sur les EHPAD hospitaliers, on en fait en ce moment sur les achats dans le secteur médico-social, donc on peut en faire à la demande des pouvoirs publics. Oui, parce qu'il y avait quand même de l'édition, vous avez une grosse partie. Mais ça c'était nos travaux de publication qui sont aujourd'hui beaucoup plus ramassés, beaucoup plus courts, beaucoup plus opérationnels. Donc on fait ce premier travail. Mais le deuxième travail très important qu'on fait, c'est qu'on accompagne concrètement, comme une agence de conseil, les établissements sur le terrain, privé, public. On les accompagne en individuel. On a des établissements privés qui viennent nous solliciter pour les aider à réorganiser leur pharmacie, leur bloc opératoire, leur capacitaire. C'est ce qu'on appelle des sujets métiers. Oui, c'est ça, tous nos sujets métiers. Et puis on a surtout aussi des appuis collectifs où on prend une thématique et en groupe, pendant quelques mois, on accompagne un groupe d'établissements pour les aider à franchir une marche, à passer un cran. Un exemple concret, sur le développement durable, nous avons en ce moment un grand groupe d'hospitalisation privée qui nous a demandé de bâtir avec eux un programme sur 6-8 mois pour accompagner une vingtaine d'établissements de ce groupe privé à mieux appréhender les enjeux de transition écologique. Et en général, on vous sollicite. C'est qui vous sollicite? C'est les hôpitaux, les équipes? Nous avons 3 clients. Les pouvoirs publics, les grandes directions d'administration centrale, la CNSA, les ARS qui nous confient des missions à dimension régionale ou à dimension d'un établissement. Et nous avons des sollicitations directes des établissements. Tout dirigeant d'établissement, dirigeant d'un grand groupe, peut venir nous solliciter pour nous demander d'intervenir. Nous analysons la demande et en fonction de notre plan de charge et de l'intérêt que ça a pour le pays. Parce que l'enjeu de l'ANAP, c'est la capitalisation pour l'ensemble du territoire. La différence entre un cabinet de conseil privé et l'ANAP, c'est que ce que nous faisons à Châteauroux ou à une clinique à Châteauroux, que nous voyons une bonne pratique, eh bien nous la dupliquerons et nous essaierons de la mettre en évidence ou de l'utiliser pour d'autres établissements. Alors, mais parfois, on peut vous dire non, ça ne m'intéresse pas. Vous pouvez dire à un établissement non, finalement, je ne peux pas vous accompagner. Oui, ça nous arrive pas beaucoup. Notre logique, c'est plutôt celle de répondre à toutes les sollicitations. Mais lorsque la demande, on estime qu'on n'est pas suffisamment armé, qu'on n'a pas les meilleures compétences, on fait de la mise en relation. On peut orienter. Notre mojo à l'ANAP, c'est l'expertise en partage. Nous sommes une agence d'experts, nous avons 100 experts à Paris, un réseau de 600 experts en France qui travaillent dans le privé, dans des cliniques, nous avons des chefs de bloc, des anesthésistes, des radiologues, du privé, du public. Lorsque nous avons la compétence, on essaye d'intervenir dans cette logique de pair à pair, de compagnonnage. Lorsqu'on se sent un peu limite, on oriente. On passe à nos amis, à nos voisins. Notre enjeu, c'est faire monter le niveau collectif de compréhension des grands sujets. Christine Schibler, qu'attend un dirigeant d'établissement privé, et notamment la FHP de l'ANAP? J'allais dire en miroir ou en sens inverse. Oui, alors d'abord, je voudrais souligner, tu l'as dit Stéphane, mais c'est vraiment un point important, la particularité de l'ANAP sur le fait d'avoir des profils très très différents, avec des gens qui viennent du public, des ESPIC, voire de la ville, voire du médico-social, c'est particulièrement important et c'est vraiment l'esprit qui doit animer l'ensemble des communautés, puisque nous devons établir maintenant un service de santé au public dans les territoires qui doit être avec des complémentarités entre les différents types d'acteurs. Et c'est vrai que le fait d'avoir fait ce choix, d'avoir des professionnels qui viennent de tout secteur et qui aient des expériences complémentaires, c'est important et ça devrait être étendu finalement dans les directions centrales, dans les ministères. Parce que finalement, qu'est-ce qu'on constate quand on est confronté aux difficultés qu'on connaît aujourd'hui sur la campagne budgétaire 2024 ? C'est que quelque part, il y a une méconnaissance de l'économie du privé,
une méconnaissance des difficultés auxquelles on peut être confronté, méconnaissance aussi des RH en santé privée. Et c'est vrai que c'est important qu'on partage cette culture, parce que si on veut vraiment être en complémentarité dans les territoires, il faut que les gens qui nous accompagnent, il faut que les administrations, il faut que les établissements eux-mêmes, il y ait beaucoup plus d'échanges de professionnels avec des parcours beaucoup plus, je dirais, pluri-statuts que c'est le cas aujourd'hui. Après, la deuxième chose, c'est vrai que la NAP a un rôle, à mon avis, majeur sur 2 sujets dans les temps à venir. Premier sujet, donc sur la pluriannualité et on va dire l'environnement budgétaire. Et le deuxième sujet, ce sont les réformes et la régionalisation. Sur le premier sujet, aujourd'hui, on sait qu'on est dans un environnement économique contraint. Donc c'est vrai que nous, au niveau de notre mobilisation du 3 juin, on demande à avoir une reconnaissance qu'on nous a refusée finalement. Mais on a bien conscience des enjeux budgétaires des années à venir. Donc ça veut dire qu'il va falloir se mettre autour de la table pour transformer notre système de soins et pour trouver des modalités d'organisation qui soient moins chères et tout aussi pertinentes en qualité et puis aussi en réponse à la demande d'accès à l'offre de soins que ce qui peut exister ou ce que l'on peut souhaiter. Donc là, la NAP a vraiment un rôle pour accompagner les acteurs à se transformer et puis évaluer bien sûr ces politiques de transformation. Nous, on regrette vraiment qu'il n'y ait pas suffisamment de chiffres. C'est pas la NAP, mais au niveau national, il y a un manque d'objectivation de là où on en est, de transparence dans les chiffres et d'évaluation des politiques publiques. Et là, je pense que vous avez un rôle peut-être d'accompagnement des ministères pour nous aider à progresser dans ce sens. Le deuxième sujet, c'est sur les réformes. On a un mouvement de régionalisation qui est extrêmement important depuis 2-3 ans, notamment avec les réformes du financement des urgences, du SMR, de la psychiatrie. On a beaucoup de difficultés, on rencontre beaucoup de difficultés dans la mise en œuvre de ces réformes. Et donc la NAP, je pense, a un rôle important pour accompagner d'une part les ARS à prendre en charge cette nouvelle responsabilité, et puis d'autre part aussi, bien sûr, l'ensemble des établissements, quel que soit leur statut, pour les outiller et les aider à passer cette nouvelle étape qui est un changement de paradigme et qui nécessite beaucoup d'explications, beaucoup de pédagogie et de l'accompagnement. Comme on se parle toujours en franchise totale avec Christine et avec la FHP, moi je l'ai dit tout à l'heure, la maison ANAP, c'est la maison de tous les hospitaliers. Nos mojos, c'est la bienveillance et l'exigence. Donc quand on voit quelque chose, quand on identifie quelque chose qui nous semble pertinent pour le pays, on essaye de le mettre en évidence d'où que ça vienne. Et on a en ce moment une plateforme des bonnes pratiques qui est vue plus de 50 000 fois aujourd'hui. Il y a beaucoup d'initiatives qui viennent du privé. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que ce n'est pas toujours facile d'obtenir de la part des établissements de la FHP, d'avoir accès de façon simple à leur fonctionnement, à la vérité de ce qu'ils font. Alors que souvent, quand nous, on vient chercher des exemples FHP, c'est parce qu'on a l'intime conviction qu'il y a peut-être quelque chose de l'ordre du modèle organisationnel qui, sans être parfaitement dupliqué dans d'autres établissements, est peut-être parfois plus efficace, plus rapide, plus dynamique, plus mobile. Et ça nous intéresse à la NAP. Et parfois, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une forme d'inquiétude, peut-être parce qu'on est une agence d'État, en disant mais si l'État vient nous regarder, est-ce que c'est bien positif? Et donc c'est pour ça que je dis souvent à la FHP, oui, venez à nous, oui, valorisez vos initiatives, racontez-nous pourquoi est-ce que tel établissement privé est particulièrement pertinent, oui, et efficace dans votre région. Alors pour que notre débat est court, donc je voudrais avoir une réponse sur ce point. Je retraduis un petit peu ce que dit Stéphane Pardoux. Est-ce que finalement les établissements privés donnent également suffisamment, de manière claire, les données qu'une agence d'État demanderait? Alors, et je voudrais, permettez-moi, mais simplement parce que nos débats sont courts, Christine Schibler parle de régionalisation des réformes. Je voudrais avoir quelques explications sur ce terme. Alors la régionalisation des réformes, en fait, c'est il y a plusieurs activités qui ont fait l'objet de réformes de financement, avec des comités d'allocation des ressources en région qui travaillent et qui se réunissent pour déterminer des répartitions, des évolutions de dotation populationnelle, etc. Donc c'est un vrai changement de paradigme par rapport à ce qui existait avant, c'est-à-dire avec que des financements nationaux. Et dans la régionalisation des réformes, bien sûr, il y aura demain tous les sujets que tu as cités tout à l'heure, c'est-à-dire la PDSES et d'autres sujets qui sont très importants.
Donc j'espère que ça éclaire un peu. Oui, parce que quand on reste un petit peu à l'écume de l'analyse, on dit toujours notre système ne bouge pas, il est toujours extrêmement étatisé. Vous nous dites qu'il y a, je suis assez bien ça, oui, il y a effectivement beaucoup de travaux assez concrets qui se font à partir de territoires, du terrain, de régions. C'est ça, je comprends ça. C'est exact, avec un enjeu extrêmement important, et là le rôle de l'ANAP est plein et entier, pour l'outillage et la pédagogie dans les équipes des ARS. Parce que dans les équipes des ARS, et je sais de quoi je parle, puisque j'étais 8 ans en responsabilité à l'ARS Île-de-France, il faut accompagner les personnels pour qu'ils puissent prendre en charge des dossiers, mais aussi accompagner finalement les opérateurs de la région, parce que les opérateurs de la région, c'est pareil, c'est aussi une nouvelle mission pour eux. Donc en fait, c'est un vrai défi qu'on a devant nous, avec encore beaucoup d'étapes à partager. Qui passent parfois un peu sous le radar, mais je le note, et puis nous reviendrons d'ailleurs sur ce débat. Alors, sur la transparence des données quand même, que répondez-vous? Pas des données, mais plutôt sur l'envie de partager. C'est pas forcément des datas sensibles, mais sur l'envie de partager. Et après, une ou deux autres questions. Alors, je pense qu'aujourd'hui, il y a tout à fait une envie de partager. Le truc, c'est qu'en fait, il manque, de manière générale, il manque d'une culture de l'évaluation des résultats. C'est-à-dire que moi, je suis toujours étonnée. L'autre jour, j'ai participé à une réunion sur l'inflation. Bon, au niveau du ministère de la Santé. C'était intéressant, mais on n'a pas partagé un chiffre. On a eu 0 chiffre. Je veux dire, donc, il y a vraiment le besoin de s'outiller pour pouvoir analyser les chiffres, objectiver ce qui se passe et les résultats et les enjeux, et après, pouvoir justement passer des bonnes pratiques, etc. Aujourd'hui, on n'a pas cette culture du chiffre qui doit objectiver finalement ce qui se passe. Oui. Et le fait de ne pas les avoir, je pense que ça démotive un certain nombre d'établissements à partager leurs chiffres, parce qu'ils se disent mais moi je vais avoir quoi en échange? Donc je pense qu'on a un vrai travail, parce que nous, nos comptes sont publiés, les gens sont assez ouverts là-dessus, mais il y a une crainte de savoir est-ce que je vais avoir un retour. Puis la deuxième chose, c'est que, alors là c'est encore plus terrible ces derniers jours, c'est que quand vous avez été maltraité fin mars 2024, je peux vous dire que les gens sont sous le choc. Et là, partager des données, en ce moment, ça serait impossible. Merci, Christine. Peut-être dernière question pour terminer. Je peux rebondir là-dessus, parce qu'on a toujours l'habitude. Et simplement, vous allez terminer. Non, je vais rebondir de façon très courte. Christine a raison, mais nous, dans la vision qu'on a de l'ANAP, c'est qu'on est, et je ne le dis pas ici parce que je suis sur le plateau de la FHP, je le dis souvent, et les équipes de l'ANAP savent que je le dis, il y a beaucoup d'établissements privés qui ont beaucoup de choses à apporter à l'ensemble du système. Moi, j'ai eu la chance de diriger un grand établissement privé. J'en ai vu, et je crois qu'il y a un médecin de l'hôpital privé qui est là d'ailleurs, j'en ai vu la puissance organisationnelle. En ce moment, nous, on a des inquiétudes sur le plan d'investissement national, on a des inquiétudes sur le fonctionnement des blocs opératoires, sur la dynamique d'activité dans certains établissements. Nous, notre réponse, ce n'est pas une réponse idéologique, c'est de dire, mais il y a des endroits qui ont peut-être à apporter aux autres une façon de fonctionner, une façon de construire, une façon d'entretenir, une façon d'acheter, qui est un peu différente. Et moi, je dis, et je le redis ici sur le plateau de la FHP, nous à l'ANAP, on a besoin des établissements privés qu'ils aient non pas le courage, mais l'envie de partager et de montrer leurs plus belles initiatives, parce qu'à enveloppe fermée, tout ce qui est mal utilisé, c'est autant d'argent en moins pour tout le monde, et c'est autant en moins d'argent éventuellement. Et donc, parfois, il faut dépasser certains éléments pour avoir une responsabilité collective à enveloppe fermée. Si l'argent est mal utilisé, c'est moins pour les autres. Dernière question, Stéphane Pardoux. Les sujets vraiment d'actualité de 2024, c'est quoi? Deux mots, on termine. Il y en a beaucoup. Le premier sujet, je vous l'ai dit, il y a un sujet autour de l'immobilier, autour du grand Ségur de l'investissement et des questionnements qu'on peut avoir sur son avancée, les conséquences qu'il peut avoir sur les établissements. Il y a pour nous une question autour de la dynamique des blocs opératoires. Nous venons de lancer un très grand appui national sur l'optimisation des blocs opératoires. On voit aujourd'hui que post-Covid, dans certains établissements, on a des difficultés pour revenir à des niveaux d'activité. On a une activité importante, alors ici on est sur le plateau de la FHP, mais on a une grosse actualité médico-sociale autour des regroupements, autour de la performance des établissements médico-sociaux, autour de la dynamique des achats, donc beaucoup de thématiques. Pour nous, la performance, c'est pas, on a longtemps eu une image de l'agence de la marge brute. C'était l'agence économique. Non, pour nous, la performance,
elle est plurifactorielle. Et c'est en appuyant sur plein de touches qu'on a une jolie mélodie de la Mais performance. comme il y a d'autres agences qui s'en occupent, vous vous intéressez Non, au il n'y a numérique. pas d'autres agences, Non, Pascal, qui s'en occupent. Non, non, le numérique, le numérique. Pardon, oui. Sur le numérique, nous, notre vision, c'est du numérique embarqué dans chacun de nos projets. Numérique embarqué RH, on réfléchit en ce moment à un grand événement autour de l'intelligence artificielle dans la gestion des ressources humaines. L'environnement. L'environnement, c'est notre mojo. Pour nous, l'hôpital, et d'ailleurs, si vous allez sur notre stand en face, il y a une façade entière qui est végétalisée. Okay. Pour nous, c'est notre mojo. L'hôpital, il est durable ou il ne l'est pas. Ouais, on pourrait rester... mais vous reviendrez. Hein. Vous êtes... Oui. Le plateau vous est ouvert. Merci Stéphane Pardou, merci Christine Schibler. Et merci, puis bon congrès et bon salon Pascal. à toutes et passez tous une belle journée. Et merci Stéphane. Et merci de votre fidélité.